Juste là. Je pose. Je peux pas. Tu le vois, pose? Oui. Au milieu, on va commencer. On va se connecter au fur et à mesure. Vous allez bien en présentiel, en ligne? Oui. Bonjour et bonsoir. Selon votre situation géographique, bienvenue à l'Université Laval, nos amis de Moissonneurs Solidaires. Mon nom est Élie Sawadogo, je suis responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval depuis 2021. C'est une initiative par de la haute direction de l'Université Laval qui se veut vraiment de contribuer concrètement et efficacement à faire réguler la sécurité alimentaire sur la planète. Alors, à travers un programme de maîtrise sur mesure, nous formons des actrices et des acteurs de changement en sécurité alimentaire. Et donc, si vous êtes en ligne ou en présentiel et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV, vos relevés de notes universitaires et une lettre de motivation qui met en avant votre intérêt pour la sécurité alimentaire. Alors, bienvenue au Midi Conférence en sécurité alimentaire. C'est une plateforme qui se veut vraiment de mettre en lumière ce qui est comme stratégie, initiative, des solutions innovantes, des résultats intéressants des recherches pour pouvoir justement permettre d'améliorer la sécurité alimentaire, que ce soit à l'échelle très locale, nationale ou internationale. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Moissonneurs Solidaires, donc à travers son directeur général, Ronald Lucier, donc pour notre 13e midi-conférence. Alors, il va nous entretenir sur justement ce modèle inspirant-là qui permet justement de pouvoir produire des légumes dédiés vraiment aux banques alimentaires et aux moissons de Québec. Avant de le présenter plus formellement, je vais vous parler un peu de comment ça va se dérouler cette session-là. On aura 3 moments. Donc, dans un premier temps, il va faire une présentation de l'initiative. On aura un temps, donc dans un deuxième temps, pour pouvoir échanger questions-réponses par rapport à ce qui va être présenté. Et à la fin, on a toujours nos moments où c'est des messages clés. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de la conférence? Et aujourd'hui, il y a 2 de mes collègues qui ont accepté de jouer les messagers. Annie Beda, qui est en présentiel, chargée d'enseignement, et membre aussi du comité de pilotage du chantier. Et mon collègue Ousmane Traoré, qui est professionnel de recherche et aussi chargé de cours au niveau du chantier. Avant de présenter plus formellement Ronald, alors j'aimerais vous mentionner que c'est sûr que les gens vont se connecter au fur et à mesure, mais en termes de confirmation, c'est plus de 160 personnes qui ont confirmé leur participation aujourd'hui et réparties dans 19 pays. Dans 19 pays, bien sûr, il y a Québec, Canada, je vais noter, en fait, je vais nommer les pays. Il y a l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Bénin, le Burundi, le Cameroun, les îles Comores, la Côte d'Ivoire, la France, l'Haïti, l'Italie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Donc, les personnes qui vont se connecter aujourd'hui résident dans ces pays-là. Alors, je suis allé regarder au niveau de la province de Québec, les personnes qui participent aujourd'hui sont dans quelle ville? Il y en a aussi au total 19. Donc, il y a Bois-Brillant, Drummondville, Eastman, Gatineau, Granby, les Escoumins, Lévis, Maria, Montréal, Québec, la ville de Québec, bien sûr, Rouen-Noranda, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Brigitte de Laval, Shawinigan, Chefort, Sherbrooke. Il y a aussi Terrebonne, Trois-Rivières, Témiscouata sur le lac et finalement Victoriaville. Donc, il y en a une bonne répartition géographique pour les personnes qui se connectent aujourd'hui. Alors, je voudrais vous informer que la conférence va être enregistrée. Donc, c'est déjà un enregistrement. Merci de tenir vos micros fermés pour les personnes à distance. On aura un moment, comme je dis, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour poser les questions, interagir, faire vos commentaires. Vous pouvez aussi, pour les personnes à distance, laisser vos commentaires dans le chat pendant la présentation. N'hésitez pas à le faire. Alors, plus formellement, présenter M. Ronald Lucier. Vous êtes né à Magog
et vous avez grandi en Estrie. Et puis, très tôt, dans votre vie, vous avez appris tout ce qui est comme valeur d'être au service des autres. Et puis, une qualité qui t'habite depuis toujours pour justement faire mieux. Comment tu fais mieux pour servir ta famille, ton voisin, aussi ta société. En fait que tu as été dans, on va dire, comme policier, donc au niveau de la Sûreté du Québec pendant plus d'une trentaine d'années. Mais depuis 1998, alors que tu as quitté ça, depuis 2004, tu es devenu comme le directeur général de l'EFI Jeunesse Québec, un centre qui se veut comme un centre de formation et de ressourcement qui aide les personnes de 18 ans et plus qui désirent à se rebâtir leur vie. Donc, tu as été aussi inspiré par le modèle d'EFI Jeunesse Québec qui se déploie, je pense, dans plusieurs parties au niveau du Canada. Donc, pour mettre en place Moissonneurs solidaires, bien sûr, avec une équipe en 2006. Et ce projet qui se veut vraiment de produire des légumes de première qualité. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important, afin de distribuer aux gens dans le besoin. Aujourd'hui, on parle environ de 75 hectares où les légumes sont produits. Et puis, en termes d'état de terre aussi, c'est d'excellente qualité. Puis, peut-être que dans un commentaire, vous pourrez dire, vous avez mentionné que c'est vraiment envié par plusieurs. Donc, vous allez pouvoir, en parenthèse, nous dire ça. Mais c'est vraiment comme une plaque tournante en termes de distribution. On parle de milliers, des centaines de milliers de kilogrammes de légumes chaque année, donc qui sont vraiment produits et au profit des personnes dans le besoin, donc à travers vraiment la province de Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis merci de vraiment votre présence. Alors, je vais te laisser la parole. Certainement, tu vas prendre le temps aussi de présenter très brièvement ton collaborateur René qui est avec nous aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et puis je vais revenir pour la deuxième partie. Donc, je te laisse aller. Ronald, merci. Merci, Élie. Je vais vous d'abord dire merci à tous ceux qui sont là ici en présentiel et par Internet pour participer à cette conférence. Avec moi aujourd'hui, j'ai un collaborateur exceptionnel, un homme d'exception, René Delorme, qui a une carrière aussi juridique. C'est un avocat, moi j'ai une carrière policière. Et il est collaborateur depuis une trentaine d'années au niveau de Défi Jeunesse Québec. Il est à l'origine avec moi du projet Moissonneurs solidaires et d'une équipe là, depuis 2001, à partir de l'inspiration jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours été vraiment un bénévole. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été présent. Tout le monde se demande comment il fait pour faire tout ce qu'il fait. Il est toujours disponible, malgré que on dirait qu'il y a des journées de 36 heures. Donc, merci René encore d'être là aujourd'hui. Et il est toujours là pour répondre aux questions dont je n'ai pas les réponses. Donc, on va commencer tout de suite avec la conférence. C'est comme ça? OK. Donc, d'abord, le document qui est là, je vais vous le dire, c'est René qui l'a préparé. Il connaît mon histoire, il connaît l'histoire de Moissonneurs solidaires dans les détails. Je l'ai relu, ça fit avec tout ça correspond à tout ce que je pense. Et je vais tout simplement vous donner ça en toute simplicité. Il y a vraiment, comment je dirais, c'est vraiment sans prétention. On vient ici présenter le projet des Moissonneurs solidaires. Je vais vous dire d'entrée de jeu que chez nous, il n'y a pas vraiment de spécialistes. Notre spécialité, c'est la passion, la vision, la détermination, l'engagement à faire la différence dans cette société en servant les autres de la meilleure manière qu'on le conçoit. Et la manière qu'on l'a conçu, nous autres, c'est de vraiment venir en support à la sécurité alimentaire. Donc, il y a un groupe musical bien connu au Québec qui s'appelle Harmonium qui, en 1974, ont sorti une chanson, je t'ai pour dire une toune, mais là, il y a peut-être des gens à l'extérieur qui ne comprendraient pas c'est quoi. Et la chanson disait ceci: « Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. » Il serait sans doute possible de dire que l'histoire de Moissonneurs solidaires en est une parmi tant d'autres, bien sûr. Mais cette histoire, cependant, a quelque chose de particulier. Elle semble attirer et inspirer beaucoup de gens, beaucoup de monde. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous la raconter, cette histoire, du début à la fin. D'abord, un peu de statistiques sur ce qui se passe dans le monde au niveau de la sécurité alimentaire. En 2024,
cette dernière édition du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire de la nutrition dans le monde, la Food and Agriculture Organization of the United Nations, l'agence spécialisée des Nations Unies qui mène des efforts internationaux vers l'élimination de la faim, rapportait qu'il y a plus de 700 millions de personnes environ qui avaient souffert de la faim en 2023. Soit une personne sur 11 à l'échelle mondiale et 1 sur 5 en Afrique. 700 millions de personnes ce matin qui se demandaient s'ils allaient manger. Alors que nous, ce matin, on se demandait quoi? Ce qu'on allait manger. C'est toute une différence. C'est toute une différence pour le papa, pour la maman. C'est une différence pour celui qui a des responsabilités de ne pas être capable de pourvoir à manger à ceux ou à celles qu'il aime. Réalisons que ce n'est pas juste une statistique. En arrière de ce chiffre-là, il y a des vies. Il y a des gens qui souffrent. Les grands facteurs qui jouent le phénomène de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition sont en particulier les conflits, les variabilités et les changements climatiques. Puis ces deux choses-là amènent des ralentissements et des fléchissements économiques. Non seulement ces grands facteurs croissent en fréquence et en intensité, mais en outre, ils coexistent plus souvent et s'ajoutent aux causes sous-jacentes, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de personnes qui connaissent la faim et l'insécurité alimentaire. Je vous remercie à tous d'être là, parce que ça signifie quelque chose. Ça signifie au moins qu'il y a 150 personnes sur cette planète qui réfléchissent. Au tout début, on parlait qu'on a une histoire à raconter. C'est important d'écouter, c'est important de réfléchir, de méditer et de décider. Alors, les 150 personnes, on est là pour écouter une histoire qui devrait nous amener à réfléchir sur comment on fait les choses, pour nous-mêmes, pour notre propre vie et pour tous ceux qui nous entourent. L'évaluation de la faim dans le monde révèle une absence constante de progrès au regard de l'objectif d'élimination de la faim. Et ça, c'est dramatique. Quand on écrit ça, par rapport aux faits, c'est dramatique. Quand on dit qu'on ne voit pas comme d'issue pour faire reculer la faim, c'est dramatique. Alors que nous, on croit à Moissonneurs solidaires, qu'on est une partie de la solution pour la faire reculer. En 2023, on estime qu'environ les 700 millions de personnes, sur 700 millions, il y en a 132 millions de plus qu'en 2019 qui souffrent de la faim. Donc, depuis 4-5 ans, il y en a 152 millions. Pas 152 personnes, 152 millions de personnes qui ont cette difficulté-là de pouvoir s'approvisionner et de manger à leur faim. En Asie, il y en a 38 millions, en Afrique, 298, en Amérique latine, Caraïbes, 40, et en Océanie, 3 millions. La prévalence de la sous-alimentation suit une nette tendance à la hausse, en Afrique notamment. Il est prévu qu'en 2030, 53% de la population mondiale souffrant de la faim sera concentrée en Afrique. Tandis que les Caraïbes et dans les autres régions demeurent au niveau supérieur à ceux qui ont enregistré avant la pandémie de la COVID-19. Partout, on voit une augmentation de l'insécurité alimentaire. Outre la faim, au-delà de la faim, on estime qu'en 2023, l'insécurité alimentaire modérée ou grave touchait 28% de la population mondiale. On est 8 milliards, 2 milliards de personnes sur cette planète sont confrontées à un moment donné ou à un autre. Il y en a qui c'est 700 millions, c'est tous les jours. Mais la balance, 1,3 million, pas 1,3 million, 130 millions, c'est occasionnellement, ils sont confrontés, ils réalisent qu'ils ont un problème. Il y a un problème d'insécurité alimentaire. La prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave en Afrique, qui est de 58%, représente près du double de la moyenne mondiale, tandis qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, Asie et Océanie, il est plus proche de cette dernière. Au Canada, selon Statistique du Canada, 23% des personnes au Canada vivent maintenant dans des ménages
en situation d'insécurité alimentaire. Cela signifie que près de 9 millions de personnes se soucient d'où viendra le prochain repas, réduisent leurs apports alimentaires et sautent des repas par manque de moyens. Selon le bilan fin de Banque alimentaire Canada, en mars 24, les banques alimentaires canadiennes ont enregistré plus de 2 millions de visites. Voilà le chiffre le plus haut de toute l'histoire. Pour 18 de ces bénéficiaires-là, l'emploi constitue la principale source de revenus, comparativement à 12 avant 2019. On voit que depuis 2019, il y a un clash. Il y a vraiment une augmentation majeure de difficultés au niveau de la sécurité alimentaire sur le plan planétaire. Le recours à la sécurité alimentaire a augmenté de 90 par rapport à mars 2019 et certains signes montrent que le système atteint des limites absolues. Le système de pourvoir aux besoins au Canada de ceux qui souffrent sont rendus, en français à côté, c'est quoi? Sont rendus plafonnés, sont rendus à leurs limites. Les enfants représentent pour 33 le tiers des personnes qui sont impliquées dans l'insécurité alimentaire au Canada, ce sont des enfants. Et 32 un autre tiers, ce sont des arrivants qui sont arrivés au pays depuis les derniers 10 ans. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Selon les plus récentes données, encore de Statistique Canada, 15 de la population québécoise vit dans un ménage d'insécurité alimentaire. Selon le bilan fin, l'enquête annuelle qui est faite par Banque alimentaire Québec à chaque année auprès de 1300 organismes, Banque alimentaire Québec pourvoit à plus ou moins 1300 organismes communautaires reliés au réseau. En mars 24, ces organismes communautaires ont répondu à un total de 2,9 millions de demandes au Québec. Demandes d'aide, soit 1 million de demandes de plus qu'en mars 2021. Donc, depuis 2021, 2024, en 3 ans, il y a 1 million de plus. Au lieu de près de 2 millions, il y a maintenant près de 3 millions de demandes par année. Il faut noter que 20 des ménages qui bénéficient du dépannage alimentaire ont un emploi comme principale source de revenus. Pourquoi? Ce sont des questions qu'il faut se poser. 20 de ceux qui vont dans les banques alimentaires sur 3 millions ont un revenu, ont un emploi, puis des fois, ils ont 2 emplois. Ils vont quand même à un comptoir alimentaire se chercher ce qui manque ou pour arriver pour avoir de la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour voir aux besoins de la famille. 47 des ménages aidés sont des familles avec au moins un enfant. Donc, à la moitié de la population, sur les 3 millions, il y en a 1,5 million qui ont un enfant impliqué, au moins un enfant impliqué. 43 000 enfants de plus qu'en 2021 ont bénéficié du dépannage alimentaire à travers le réseau. 47 millions de kilos de nourriture ont été distribués par les organismes communautaires au Québec dans la dernière année. 47 millions de kilos. Si vous comptez qu'un kilo est évalué en plus ou moins 3,50 $, 46 millions pour 3,50 $, ça fait 150, 175 à 200 millions de dollars en nourriture qui a été distribuée au réseau des banques alimentaires et à tous les comptoirs alimentaires du Québec, finalement. Relativement aux besoins des banques alimentaires du Québec, le directeur général, Martin Munger, mentionnait ce qui suit dans son rapport 24. Et je cite, « Notre réseau fait face à une demande sans précédent. L'insécurité alimentaire atteint des sommets, alors que le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles. Nous devons collectivement réfléchir. » Le mot-clé des 8 lignes que j'ai devant moi, c'est ça. Nous devons collectivement réfléchir sur les actions à poser pour lutter concrètement contre la faim. Notre réseau, le réseau des banques alimentaires du Québec, tentera de pallier la demande
et de boucher les trous, si on veut, dans le filet social. Mais nous ne pourrons avoir un impact durable dans la lutte contre la faim au Québec. Moissonneurs solidaires, on est rendu là. Qu'est-ce que fait Moissonneurs solidaires au Québec? Quel impact qu'il a à travers les gens qu'on supporte? Quel impact qu'il a à travers les comptoirs alimentaires, à travers les moissons? En 2000-2001, suite à un reportage des glaneurs de la vallée d'Okanagan et du Fraser dans l'Ouest canadien, une émission qui a passé à la Semaine verte, et on a eu comme un déclic, c'est-à-dire une inspiration. OK, on a une terre sur Laurent Saint-François de Binière. On pourrait faire la même chose sur nos terres, récupérer du légume le déshydrater et le préparer et l'envoyer dans des endroits où il y a des populations en déplacement à cause des guerres et des cataclysmes. Ce projet-là, il y a une gestation de 5 ans. Et ça devait s'appeler Moissonneurs sans frontières. Mais on a été intercepté par les besoins des banques alimentaires au Québec. Et on sait que si on veut faire du déshydraté, ça prenait un investissement très, très important. Ça prenait beaucoup de choses, alors qu'on pouvait tout de suite à commencer à cultiver pour Moisson Québec et les autres moissons environnantes, puis pour tout le Québec. Donc, cette idée-là qui a germé durant 5 ans, suite à des consultations avec des agronomes, avec Moisson Québec, avec des maraîchers, etc., a démarré vraiment en 2006, où on a fait drainer une partie de la terre, on a fait clôturer une partie du secteur pour se protéger justement des chevreuils, parce que dans le secteur, il y a beaucoup de chevreuils. Et en 2006, on a parti le projet. On a débuté les activités. Le projet consistait à produire, récolter, préparer les légumes de première qualité afin de les distribuer aux gens dans le besoin. Principalement à travers le réseau des banques alimentaires du Québec. Au terme de la première saison, c'est 100 000 kilos de légumes frais qui ont été distribués à quelques banques alimentaires et principalement à Moisson Québec, qui nous avaient aidés à démarrer le projet. De 2007 à 2011, durant 4 ans. Au cours de cette période, il y a beaucoup de bénévoles qui se sont greffés au projet, provenant de milieux scolaires, corporatifs et autres, etc. Appuyant l'équipe interne d'une dizaine de personnes qui, pour sa part, bénéficie d'un accompagnement. On parle du Centre des filles jeunesse où on reçoit des gars qui sont en recherche d'une solution pour leur vie, pour la réussir. Ces gars-là sont impliqués dans le projet Moissonneurs solidaires. Il y a des bénévoles qui viennent de l'extérieur, dont un maraîcher à plein temps et un agronome à plein temps. Les deux sont à temps partiel, mais sont assidus pour nous supporter, pour nous diriger sur le comment faire. Parce que moi, René et toute l'équipe, on n'a aucune expérience en agriculture. On a simplement une vision, une passion de faire la différence en faisant ça. Alors, notre appel de rassembler les idées, rassembler les projets, les ressources humaines, financières et matérielles, c'est nous, on rassemble ça pour que les choses se produisent et se fassent. Mais il y a des personnes externes qui viennent nous aider, nous conseiller, et nous, on fait tout simplement, on s'applique simplement à faire ce qu'ils nous proposent de faire ou qu'ils nous demandent de faire. Donc, M. Plaisance, qui a déjà un centre de parage de légumes, de préparation de légumes, un entrepôt pour contenir plus ou moins 1000 boîtes de 500 kilos. Il nous loue un espace pour qu'on puisse mettre notre production et il nous loue également la ligne de tri de lavage pour être capable de procéder. Donc, dans cette période-là, 4 ans, on a produit, récolté, entreposé, préparé et transporté, livré plus d'1 million de kilos à travers les différents comptoirs alimentaires du Québec. En 2012, on prend une décision. On regardait le projet depuis le début. On fait l'acquisition de l'entrepôt qu'on louait chez M. Plaisance. Et avec l'entrepôt, il y a 40 hectares qui est là. 50 en forêt, 50 en terre agricole. Donc, on achète cette propriété-là et on utilise cet entrepôt-là depuis le début. En 2012, il y a aussi, sans qu'on lève le petit doigt, Radio-Canada qui débat.
Radio-Canada qui débarque parce qu'il entend parler de notre projet. Et ils font un reportage de 14 minutes qui passe 3 fois dans l'année. Ils demandent la permission, passe 3 fois dans l'année. On a reçu des lettres d'Afrique, des lettres de partout. Ça passait sur Explora, Radio-Canada, et ils ont fait un reportage sur ce qu'on faisait. Et en 2013, de 300 bénévoles qui venaient pour la récolte à l'automne, ça a tombé à 1300. Et il y a des fournisseurs de chaux, des fournisseurs de différents produits qui nous ont appelés. Plus jamais vous allez payer de chaux pour vos terres, plus jamais vous allez faire ci, vers ça. On a eu vraiment un support important de différentes entités de fournisseurs, justement, pour développer le projet. Donc, on achète le centre de parage de légumes et la ferme de M. Pierre Plaisance. Et au cours de ce 8 ans-là, de 2007 de 2012 à 2019, la quantité de légumes frais distribués au réseau des banques alimentaires du Québec s'élève à 3 800 000 kilos. Fait qu'on est en croissance lente, mais sûre. Puis en 2017, qu'est-ce qui arrive? Dans son plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, on est en 2017. Le gouvernement du Québec, on ne fait rien, nous, là. Chose de s'appliquer à faire ce qu'on a à faire. Mais on lit dans un document du gouvernement ceci. Le gouvernement du Québec reconnaît l'importante contribution de Moissonneurs solidaires dans son réseau, dans le réseau des banques alimentaires. Et il est écrit ceci, et je cite, « Depuis 2006, Défi Jeunesse Québec, Inc., en collaboration avec Moisson Québec, a mis de l'avant un projet de production maraîchère dans la MRC, la municipalité régionale de Comté de Lotbinière. Les moissonneurs solidaires, des ouvrières, des ouvriers à la ferme, fournissent annuellement une quantité appréciable de légumes au réseau des banques alimentaires, aux membres. Les objectifs de cette initiative sont les 3 suivants. Développer une solution alternative d'approvisionnement en légumes frais au profit des banques alimentaires. Il faut savoir qu'avant qu'on arrive dans le décor, les centres de transformation, les entrepôts des supermarchés, etc., les moissons recevaient, jusqu'à la pandémie, faisaient que recevoir comme des dons de ces entreprises-là, des surplus, puis ils devaient trier des choses, alors qu'il y avait toujours un manque de légumes. Mais quand on est arrivé dans le décor, on livrait du légume. En québécois, c'est ça à coche, mais du légume vraiment de classe, de qualité supermarché. Et c'était nouveau dans le réseau des moissons. Parce que quand on arrivait dans par exemple, des soupes populaires, ils ont dit, quand ça arrive de moissonneurs solidaires, faites ça avec. On n'a pas de tri à faire avec moissonneurs solidaires. Parce que ça arrivait comme d'un producteur et on s'appliquait vraiment à toujours livrer un légume de première qualité. Donc, la première chose, c'est de développer une solution alternative d'approvisionnement en légumes pour le réseau des moissons. La deuxième chose, c'est d'accroître en volume, en avoir plus sur une plus longue période de l'année, la consommation de légumes frais chez les personnes en situation de pauvreté. Puis souvent, les personnes en situation de pauvreté demeurent dans les grandes villes, dans des secteurs où est-ce que c'est pauvre, il n'y a pas souvent des supermarchés. Donc, il y a souvent des dépanneurs, ils payent le légume plus cher et moins frais. Alors, nous autres, on arrivait à la rescousse à travers le comptoir alimentaire avec du légume de première qualité. Le troisième objectif, c'est d'aider les personnes en difficulté à réintégrer leur place en société à travers des travaux agricoles. Ça, c'est les gars de 18 ans et plus qu'on reçoit dans le centre de ressourcement des jeunesse pour se refaire une vie. On les implique dans les travaux agricoles et ça leur donne, si on veut, une estime d'eux-mêmes renforcée et vraiment des objectifs de vie. Il y a des personnes chez nous qui se sont inscrits à l'École des agricultures de Nicolette, qui ont fait des DEP en agriculture, en horticulture et en mécanique agricole parce qu'il a été passé à travers, si on veut, notre centre de ressourcement. La pandémie et les besoins grandissants. Les circonstances créées par la pandémie, ça a tout changé. Et l'augmentation du coût des denrées, suite à la pandémie, entre autres,
qui sera engendrée par celle-ci entraîne de plus en plus de besoins alimentaires du côté des foyers québécois. Le réseau, les membres du réseau de Banque alimentaire Québec font face à plusieurs enjeux de taille pour répondre aux besoins grandissants. Devant l'ampleur de ces besoins-là, le gouvernement québécois a été amené, a été contraint de fournir des sommes colossales au réseau des moissons des différents et à différents acteurs œuvrant dans la sécurité alimentaire. C'est seulement que depuis la pandémie que le gouvernement injecte des sommes pour qu'ils puissent acheter directement de fournisseurs ou de producteurs. Et simplement depuis 2019, ça a commencé vraiment en 2020. Pour sa part, Moissonneurs Solitaires bénéficie de subventions ou de dons de particuliers, de fondations qui lui permettent de renouveler ses infrastructures et ses équipements. Moissonneurs Solidaires, on a une douzaine de tracteurs, 52 équipements qui vont en arrière. On est rendu, comme il le disait, 75 hectares de terres agricoles. On met en grande culture pour les rotations et on a toujours une douzaine d'hectares, si on veut, en culture maraîchère. Le restant, c'est en grande culture pour être capable de répondre aux besoins du réseau des ventes. Pour sa part, moi, c'est ça. Je viens de me répéter. Une nouvelle vision. À partir de la saison 2023, à sa production traditionnelle, Moissonneurs Solidaires ajoute la récupération de légumes de classe 2, produits par d'autres producteurs, ce qui fait en sorte qu'elle assume désormais le processus de la terre au panier. Production, récupération, traitement, préparation, transport. Et ça, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, ce qui s'est passé. Là. Mais à mes yeux, à moi, Ronald Lucier, c'est un miracle qui s'est passé. Là. Il y a quelqu'un, à quelque part, dans la province de Québec, qui a décidé de s'impliquer au niveau de la sécurité alimentaire. Mais on a été mis au fait que les gros producteurs se départissaient de surplus de production qu'on dit classe 2. Donc, ce n'est pas de classe pour aller en épicerie et qu'on parle des carottes, toute la même longueur, la même couleur, la même ci, la même ça, la même chose, la betterave ou la pomme de terre, telle grosseur, c'est déclassé. Alors, nous, ces lots-là allaient souvent au parc d'engraissement d'animaux ou allaient au compost ou allaient ailleurs dans les banques alimentaires américaines. Alors, nous, on a mis le pied dans la porte. On a dit, le réseau des moissons au Québec en a besoin. On a les infrastructures pour reprendre le classe 2, le passer sur notre ligne de lavage et de tri. Et l'année passée, on a doublé nos livraisons à partir du légume classe 2. Et je ne vous annonce rien, là, vous allez voir, ça ne fait qu'à commencer. Parce que du légume classe 2 au Québec, il s'en produit beaucoup, beaucoup. Il suffit pour nous de se positionner justement pour être capable de récupérer davantage, d'en traiter davantage et d'en livrer davantage pour le bénéfice de ceux qui souffrent d'insécurité alimentaire. Plus de 7 ans après sa reconnaissance par le gouvernement du Québec dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique, en janvier 2025, il y a une représentante du gouvernement du Québec, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui communique avec Moissonneurs Solidaires pour discuter de possibilités de financement. C'est bien entendu, on n'a pas fait de demande. C'est le gouvernement qui vient nous voir parce qu'ils sont contraints de trouver des solutions. Et ce qu'ils nous disent d'entrée de jeu, vous vous démarquez vraiment par rapport à tout ce qui se passe en sécurité alimentaire au Québec. Avez-vous des projets? On aurait des fonds pour vous supporter. Un autre miracle. À la suite de différentes réunions avec ces représentants-là de ce ministère-là, Moissonneurs Solidaires est invité à présenter un projet. On en discute dans 3-4 réunions dans le cadre d'une mesure gouvernementale visant à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 24-29. Le projet ayant été présenté le 28 janvier. Le jeudi 13 mars 2025, on a une communication de la ministre Chantal Rouleau
la ministre responsable de ce ministère de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, informant Moissonneurs solidaires que le ministère de l'Emploi lui accorde en totalité la demande présentée, soit une contribution de 884 000, et ce, sur une période de 4 ans. Alors, Défi Jeunesse, Moissonneurs solidaires est dans un virage majeur en 2025. Il y a plein de ressources qui se greffent. Même en 2024, à la veille de cela, au mois d'août, il y avait eu un article dans la Terre de chez nous. Suite à cet article, Radio-Canada est débarqué à nouveau. On fait un reportage. Et suite à ce reportage, il y a de nouveaux bénévoles qui sont venus nous appuyer. Mécaniciens, des messieurs retraités qui ont encore de l'énergie et du savoir-faire. Et il y a aussi des écoles qui appellent pour venir récolter cet automne. Et ce reportage-là nous a encore mis. Puis cet article-là, le reportage et la subvention qu'on vient d'avoir, ce n'est pas étranger, il y a un lien. Il y a un lien invisible, mais il y a un lien qui est là. Il n'y a personne qui a appelé quelqu'un, là. Mais tout s'est fait comme je vais dire, naturellement. Et on a reçu une partie de ce montant-là. C'est un montant qui va nous être remis sur 4 ans pour des projets spécifiques d'amélioration, notamment d'infrastructures et pour la mise en marche de notre serre. On va passer maintenant au reportage de Radio-Canada. C'est ça? J'ai mis. On va regarder. Je vais partir là sur la vidéo. Ça ici. Je pars la vidéo. 10 millions de personnes sur cette planète qui se demandaient s'ils allaient manger. Et nous, chacun de nous, ici, on se demande ce qu'on va manger. Je dis toujours aux groupes qui viennent, Moissonneurs solidaires, c'est le véhicule. Vous êtes le carburant. L'organisme Moissonneurs solidaires fait pousser des légumes pour les donner aux banques alimentaires du Québec. Ils sont plus de 1000 cueilleurs bénévoles à mettre la main au champ chaque année pour permettre aux légumes de passer de la terre à la table. C'est une journée idéale pour la récolte. Actuellement, ce qu'on cultive, c'est du chou, de la carotte et du poireau pour le moment. Il faut que ce soit facile à conserver sur une longue période. Il faut que ce soit facile à manipuler sans les blesser, sans leur enlever de la qualité. Les terrains de Moissonneurs solidaires sont situés à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Depuis sa création en 2007, l'organisme a pris de l'expansion pour répondre à la demande croissante d'aide alimentaire. Il a fait l'acquisition de nouvelles terres et augmenté sa production de légumes de conservation. Et bon an, mal an, on produit et distribue entre 300 et 500 000 kilos. Mais cette année, on va doubler les livraisons, la distribution pour le plus grand bien de ce réseau-là de moissons au Québec. En 10 ans, les demandes d'aide alimentaire ont presque doublé au Québec. Cette croissance fulgurante de la demande a pris de court les organismes. Il a rapidement fallu trouver une façon de nourrir tous ces gens dans le besoin. L'idée, c'est pas de produire. C'est de trouver une manière que les démunis aient de la nourriture. Alors, l'option qui est en train de se développer, qui est encore, entre guillemets, plus aisée pour nous, et on prend du légume qui était voué à être distribué au réseau des banques alimentaires américaines, qui était voué au parc d'engraissement, qui était voué au compost. On récupère ces légumes-là et nous, on l'achemine vraiment dans les assiettes des Québécois et des Québécoises qui ont levé la main. Pour remplir encore plus d'assiettes, Moissonneurs solidaires s'est associé à des producteurs maraîchers qui lui vendent à petit prix des légumes moches ou déclassés. Ici, j'ai des plus imparfaites, qui est comme ici, vous auriez un petit peu de gale ou un petit peu d'imperfection sur la pleure. Bien, ça, c'est déclassé. Mais pour quelqu'un, pour la consommer, bien, c'est vraiment
En l'épluchant, bien, elle est consommable et vraiment bonne pour la santé. Fait que c'est ici qu'on fait la sélection, justement, là, pour sélectionner les pommes de terre. Principalement, notre numéro 2 s'en allait pour nourrir des chevreuils, des cerfs rouges. Quand M. l'huissier m'a approché, bien, j'ai dit pourquoi pas nourrir de la population, des gens qui sont dans le besoin. Moissonneurs solidaires lui rembourse les frais d'emballage. L'argent provient de dons de particuliers, de fondations, mais aussi des banques et comptoirs alimentaires à qui on demande de contribuer selon leurs moyens financiers. Salut, Normand. Ça va? Oui, ça va bien, vous? Ben oui, ben oui. Ah, Ben c'est ça, j'ai 5 palettes. Fait qu'on a 10 000 livres de... 5 palettes. Ce genre de partenariat a permis à Moissonneurs solidaires de doubler la quantité de légumes distribués dans les banques alimentaires pour dépasser le cap du million de kilos. Ben, on a envoyé l'année dernière environ entre 600 à 800 000 livres de pommes de terre, qui représentent à peu près une vingtaine de remorques. On se trouve actuellement dans une partie des entrepôts de Moissonneurs solidaires à Letbinière. La vision, c'est d'avoir plus d'espace pour entreposer davantage parce que l'avenir, il est là. Il faut parfaire nos manières de faire, il faut parfaire nos installations d'entreposage, il faut agrandir nos entrepôts ou en construire une nouvelle ou en jumeler une à celle qu'on a là. On s'en va pas vers un besoin qui va diminuer, on s'en va vers un besoin grandissant. Si les besoins grandissent, le territoire desservi prend lui aussi de l'expansion. L'organisme distribue maintenant des légumes de la Côte-Nord à l'Abitibi, en passant par la Gaspésie. Une partie de cette cargaison se rendra jusqu'à Natashquan. Elle est confiée aux bons soins de Normand Cormier, un retraité de 79 ans qui livre bénévolement les légumes plusieurs fois par année. J'ai commencé à aller une couple de fois laver des légumes. Vu que ça avait un antécédent de camionneur, m'a demandé si je voulais faire des livraisons. On fait Sept-Îles, Laval, on va un peu partout. Un peu partout où on livre pour les moissonneurs. C'est le fun, c'est... On sait qu'on fait de quoi pour du monde qui en a besoin aussi. Ça nous empêche de vieillir. À cette île, le comptoir alimentaire a fait construire un entrepôt pour être en mesure de recevoir les légumes, les conserver et les redistribuer. Ils sont plus de 2000 à s'approvisionner ici, sans compter les centaines d'autres qui se partageront ce chargement qui reprend la route pour desservir les communautés plus à l'est. Sur la Côte-Nord, on n'est pas organisé pour être en mesure d'avoir des champs immenses pour produire en assez grande quantité pour pouvoir le distribuer, pour pouvoir le donner, pour pouvoir le partager. On n'est pas organisé encore sur la Côte-Nord pour ça. C'est-à-dire que l'importance que des organisations, comme entre autres dans Lotbinière, puissent nous donner ces légumes-là, c'est vraiment d'une très grande importance. Merci beaucoup. On s'en va, Noël. J'ai été chercher un panier pour m'aider financièrement et surtout que je puisse réussir à payer peut-être d'autres choses à la place de la nourriture qui est excessivement chère. On se cachera pas que tout monte, donc c'est pas évident peut-être, pas juste pour moi, mais peut-être pour plusieurs familles qui osent peut-être pas le faire, la demande. C'est de piler sur son orgueil, sur son ego, puis de demander. Salut mon beau garçon! Mon garçon ne jure que par des légumes non cuits. Donc, c'est sûr que d'avoir des produits frais, faire une petite trempette, petite tomate, petit raisin, puis tout ça, ça rend flou les sacs à lunch puis les collations. Donc, c'est formidable. Puis surtout, c'est des produits frais, donc on peut pas demander mieux, hein? C'est vraiment les produits qui sont importants pour nous parce que la saine alimentation à l'intérieur de la distribution d'un comptoir alimentaire, elle est aussi importante que la quantité via la qualité des produits. Je suis producteur d'un aliment, puis cet aliment-là, qui est la pomme de terre, bien, regarde, si on peut la partager avec les gens puis en faire bénéficier, bien,
c'est là qu'est notre grande satisfaction. L'ADN de Moissonneurs solidaires, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la compassion. C'est vraiment l'aide à celui qui est dans le besoin. Et ce qui tourne en rafale de façon continue à notre conseil d'administration ou dans ma tête, c'est qu'est-ce que je ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Merci, Élie. On est rendu à la conclusion que j'ai dit avant qu'on passe la vidéo. Et la conclusion, c'est dit dans la vidéo, puis j'ai encore la conclusion devant moi. Et on est dans un virage important en termes de récupération de légumes de classe 2. Il change vraiment notre façon de faire, notre façon de voir. Et ça nous permet d'apporter un support plus important au réseau des moissons. Il y a des statistiques il y a quelques années qui disaient que sur la planète Terre, ça va long, je vais le sortir. Il y a 1,3 milliard de personnes en agriculture. Il y en a 300 millions qui font de l'agriculture attelée. Il y en a 900 millions. Pas 900 millions, il y en a 100 millions qui font de l'agriculture motorisée. Les 900 autres millions, ce qui ont fait de l'agriculture, c'est une pioche. Certains villages, dans certains pays, ont un tracteur pour 6-7 villages. J'ai des amis au Burkina Faso, c'est ça qui se passe. Ils ont un tracteur pour 7 villages. Quand le tracteur arrête de se promener, tout le monde tombe inquiet parce que le tracteur est en panne quelque part. On a l'avantage, puis dans nos pays ici, 2 de la population sont en agriculture. Ailleurs, ça monte jusqu'à 50, 60, 65, 70 pour certains pays qui sont dans l'agriculture, s'ils ne veulent pas crever de faim. Ici, au Québec, au Canada, on a l'eau, on a les terres, on a la connaissance, on a le génie, on a la façon de faire pour produire et produire davantage que qu'est-ce qu'on a besoin de nous. Dans notre esprit, c'est toujours de produire le plus possible, le mieux possible, le plus simplement possible, parce que c'est un mot-clé dans notre dictionnaire. Le plus simplement possible, être autonome dans nos activités, développer la vision, l'engagement, la détermination, la passion pour faire ce qu'on fait à Moissonneurs solidaires des Pigeonneaux. Et je vais vous dire, ce qui vraiment nous motive, c'est à la base, c'est qu'on veut faire le bien. On considère que nous sommes nés pour servir et qu'on rend vraiment au service à la population québécoise en faisant ce qu'on fait. Et on veut vraiment s'appliquer à continuer de le faire le mieux possible, développer nos infrastructures, développer notre ressource humaine, développer finalement le projet pour qu'il y ait un impact non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ronald. Très intéressant, très inspirant comme histoire. On va passer à la deuxième phase maintenant. Soyez à l'aise, les personnes qui sont en présentiel ou à distance. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, des suggestions aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en présentiel qui... Oui, il y a Annie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je veux prendre... OK, deux. OK. Est-ce qu'à distance, il y en a? OK, je vois des mains levées. Sarah, on va essayer de faire. On prend une personne en présentiel, une personne à distance. Vous êtes d'accord avec ce plan de match? Annie, on commence avec toi. Parfait. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présentation. C'était vraiment inspirant. Je me demandais simplement si est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de documenter ou de quantifier un peu l'effet, puisque c'est un de vos objectifs, d'accroître la consommation de légumes frais chez les personnes dans le besoin en situation de pauvreté. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de documenter un peu l'effet de votre projet sur soit un peu
le nombre de portions de légumes ou selon la quantité de légumes que vous avez versus la quantité de clientèle que vous desservez, est-ce que vous avez déjà estimé ce que ça peut représenter comme consommation supplémentaire de fruits et légumes, de légumes dans ce cas-ci, là, par personne ou par famille ou quoi que ce soit? Là, je ne sais pas si vous avez déjà estimé ça. Quand on parle d'une portion de légumes, c'est combien de grammes? C'est 100 grammes? Une demi-tasse, mettons, là, par portion à peu près. Donc, 125 grammes. 125 grammes. Donc, il y a à peu près 8 portions par kilo. Oui. Okay. Vous avez beaucoup de. C'est ça, vous avez beaucoup de clientèle par ailleurs aussi. Oui, c'est ça. On a livré l'année dernière 1000 kilos. Donc, on a livré, pas 1000, excusez, 1 million. 1 million de kilos. Donc, c'est 950, 260 000 kilos. Donc, 1 million de kilos, ça fait qu'on a livré 8 millions de portions de légumes dans les assiettes des démunis du Québec l'année dernière. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui, en tout, sont desservies à travers, là, je vois que vous couvrez énormément là, à travers le Québec. C'est peut-être plus par la raison des banques alimentaires, mais là, je trouvais ça quand même vraiment impressionnant. Déjà 8 millions de portions, c'est vraiment impressionnant. Là, donc, merci pour cette récupération. C'est là. Sarah, en ligne. Sarah, tu as levé la main? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais 2 questions. La première, à savoir, c'est quoi votre modèle d'affaires? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir compris, si vous en avez glissé un mot là-dessus. C'est ça, est-ce que vous êtes plus une OBNL? Est-ce que vous êtes plus une coopérative, une entreprise sociale? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, puis à savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce modèle-là? Puis ma deuxième question, peut-être je vais vous laisser répondre à la première, puis je vais poser ma deuxième après. Modèle d'affaires, oui. Allez-y. Je vais vous répondre par quelques phrases, puis si René complétera si jamais ce n'est pas complet. Je vais vous répondre par la première question. Qu'est-ce qui m'a motivé? D'abord, j'ai commencé à m'impliquer à Défi Jeunesse Québec en 87, qui était un centre en aide aux personnes en difficulté. Parce que j'étais dans une fonction, une carrière où c'était écrit sur ma porte tous les jours que j'embarquais dans mon char de patrouille, c'était marqué « Service, intégrité, justice ». Donc, le mot « service » était là dans ma face tous les jours. Et quand j'avais 12 ans, je voulais devenir missionnaire pour aider le monde. Alors, j'ai fait ma carrière à la sûreté vraiment dans une optique d'aider les gens. C'était que ça. Et tout ce qui se greffait autour, ce qui pouvait être le service, ça faisait écho à mon cœur. Donc, j'ai commencé à m'impliquer à Défi Jeunesse Québec, dont je suis devenu le président. Et le projet est venu comme ça parce que la question qu'on se posait au niveau du CA et dans mon esprit à moi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour Moisson Québec qui pourvoit à la nourriture pour le centre de ressourcement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner l'ascenseur? Et ça, c'est venu et le reportage est arrivé. C'est tout un enchaînement qui fait qu'on en est arrivé à être sensible aux besoins d'insécurité alimentaire et le projet est venu au monde comme ça. Ça, c'est la réponse à la dernière question. Votre première, c'était quoi? Modèle d'affaires. Modèle d'affaires. Alors, on était un organisme de charité reconnu par le gouvernement québécois et par le gouvernement du Canada. D'autres choses à ajouter? Non. Non, c'est bon. On est organisme de charité, on émet des reçus d'impôts si jamais vous avez un don, madame, à faire. Après mes études, certainement. C'est la merci. J'avais une deuxième question. C'était par rapport aux quantités distribuées aux partenaires, soit aux organismes. Comment vous évaluez la quantité distribuée, puis comment vous vous assurez que ce soit équitable parmi tous les partenaires auprès desquels vous faites une distribution? On répond aux besoins selon qu'il est écrit, verbalisé. On répond aux besoins. La question d'équité, pour nous, c'est important, mais les personnes qui sont au fait de nos activités communiquent avec nous et dans la mesure du possible, on répond aux besoins. On répond aux besoins tant qu'il y en a dans les frigidaires. Puis quand il n'y en a pas, on s'organise pour en avoir d'autres et c'est pour ça qu'on s'est rendu à un niveau comme ça l'année dernière. Donc, on répond aux besoins, peu importe comme hier, on a préparé un voyage qui va monter à 1475 km de Lotbinière qui monte dans les communautés autochtones près de la baie James.
Et demain, il part en voyage pour Moisson Rive-Sud, la semaine prochaine, Moisson Montréal. Donc, aussitôt qu'il y a des gens ou des membres de Moisson qui verbalisent un besoin spécifique, on répond au meilleur de nos capacités selon les disponibilités et les quantités qu'on a en entrepôt. D'accord. Merci beaucoup. Le nom, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, chargé de projet chez Urbaculteur. D'abord, merci pour votre mission. C'est grandement apprécié. J'ai personnellement bénéficié de l'aide alimentaire pendant une année durant ma vie dans un moment difficile. Pour savoir ce que c'est, l'impact que ça a, c'est énorme, énorme. Merci énormément. J'avais des questions sur la portée de la classe 2, puis vous en êtes tout dans, je sais que vous l'avez effrôlé brièvement dans votre discours, là, la portée de la classe 2. C'est un enjeu qu'on attaque aussi avec certains partenaires, comme avec la transformerie à Montréal, d'autres acteurs comme ça. Comment vous avez déniché, puis comment vous continuez à démarcher d'autres producteurs pour ajouter ces partenaires-là, classe 2, puis les impliquer, puis comment vous voyez que ça va évoluer? Je sais qu'elle a d'aborder un petit peu plus là-dessus. Puis comment vous allez les chercher? C'est pas facile, tu sais, de faire déplacer des gens, puis de leur demander de leur énergie et de leur effort, tu sais, comme vous l'avez fait avec le producteur de pommes de terre. Puis c'est quoi vos visions par rapport à ça dans le futur? Je pense que la clé, quand on fait affaire avec le producteur, il faut que ce soit simple. C'est la clé. Et quand on échange avec un producteur, on donne vraiment un service là, en français VIP, là, dans le sens où on est là quand on le dit, on récupère, on prend ci, on prend ça, fait que pour pas, parce que l'agriculteur, lui, il est en affaires. En québécois, il est en business. Donc, il n'y a pas le temps vraiment que ça traîne. On ne peut pas dire qu'on y va le mercredi. Finalement, je vais y aller vendredi. La température, c'est non. On est là vendredi. Ben, à 6 heures du matin, on est là, on attend qu'il se lève. Ou on est là à 4 heures du matin à l'occasion. Je livre sur Saint-Michel à Montréal. On arrive à 6 heures, moi, quand on part à 3h30 du matin de la Binière. Mais on donne un service, que ce soit pour donner, pour livrer ou pour récupérer un service vraiment, je dirais, haut de gamme. Pour moi, c'est important. Comme ça, on se lie vraiment à des producteurs. Fait que le producteur, quand il y a un surplus, il fait quoi? Qui j'appelle? C'est Moissonneur solidaire. Pour lui, ça devient un automatisme parce qu'il sait qu'on a les équipements, on a la volonté, on est matinal, puis on fonctionne. Et fait que, puis, j'ai beaucoup d'expressions, sky's the limit. Hein? C'est-à-dire que si tu mets l'effort, tu vas avoir le résultat. Juste une question satellite à ça, merci. Combien de partenaires externes comme ça de classe 2 vous êtes allé chercher? On en a 6 actuellement. 6? Oui. Il y a beaucoup plus de possibilités que ça. Mais il y a beaucoup plus de possibilités. Cependant, il faut avoir les équipements pour recevoir, comme avant-hier, j'ai reçu un 53 pieds de carottes là, qui venaient de la notière. Il faut que tu aies les équipements, il faut que tu aies les lifts, il faut que tu aies la ligne de tri, la ligne de lavage. Il faut que tu aies le personnel, bénévole ou rémunéré. Et il faut une certaine organisation. Dans la majorité des cas, ces produits-là n'arrivent pas conditionnés. De ce que je comprends, les pommes de terre... Ils l'ont été en premier. Ils l'ont été, mais ils ont été déclassés. Pourquoi ils ont été déclassés? Quand on parle d'une carotte, normalement, la carotte, on va parler en centimètres. On va dans l'espoir d'avoir, on dit 15 centimètres. Ça en a 17 est déclassé par l'œil magique. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'œil optique, quelque chose comme ça, qui déclasse ce qui est trop long, ce qui est trop court, ce qui est trop ci, ce qui est trop ça. Fait que c'est que simplement le produit. Anciennement, le producteur où je prends ma carotte, il y avait 35 personnes sur sa ligne de tri. Aujourd'hui, il y en a 7. Mais la carotte qui est un peu trop longue va tout simplement, là, je vais dire un terme, là, contrarier l'ensachage. Ça va bloquer la ligne. Il faut que ça roule, il faut que ça roule. C'est la production, là. C'est financier, l'idée en arrière de tout ça. Il faut que ça roule. Donc, il s'en déclasse plus qu'avant. Parce qu'il faut que ça rentre dans le cello, puis le cello, il sort au bout de la ligne, puis il y a un wrap, puis là, ça embarque dans des sacs, puis ça roule vraiment. C'est tout automatisé, puis c'est des équipements qui coûtent très, 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 très cher. Ils sont sur la main-d'œuvre, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Nous autres, on récupère le déclassé, mais il y en a plus, à mon sens, de déclassé qu'avant, à cause que c'est des machines qui déclassent. Merci. Bienvenue. Merci, Jean-Michel. Issoufou à distance.
Issoufou, est-ce qu'il y a une réaction présidentielle? Laura. Donc, merci pour l'organisation de la conférence et merci aussi pour la présentation. Et vraiment, nous avons écouté avec attention la présentation et nous remercions le conférencier pour tout ce qu'il a partagé avec nous et toute cette inspiration qu'il a créée en nous avec ce projet qui est vraiment d'une grande noblesse. Et on souhaite que vraiment ces projets aient plus de succès. On a déjà vu avec la présentation tous les succès qu'il y a eu, toute cette progression depuis le début jusqu'à nos jours. Et moi, j'avais 3 questions que je voulais poser, mais la première a été déjà prise en compte. C'est On va aller juste avec une question, Youssouf. Ah, on va ok. plusieurs mecs qui s'élèvent là. On va aller avec une question, s'il te plaît. Ouais. Déjà, avec la deuxième question, donc comment vous procédez pour le choix des bénéficiaires et sur quels critères vous vous basez pour faire ces choix-là? Merci. Ok, merci. Le choix des bénéficiaires. Le choix des bénéficiaires qui reçoivent nos légumes? Ça. Effectivement, oui. Effectivement, oui. Et bon, ceux qui reçoivent nos légumes, en majorité, ont un lien direct avec le réseau des moissons du Québec, le réseau des banques alimentaires qui sont au nombre de 18, plus une dizaine de comptoirs associés, qui sont des entités de sécurité alimentaire moins importantes, principalement sur la Côte-Nord, par chez nous, jusqu'à Sept-Îles, et la Gaspésie. Donc, il y a déjà un réseau très bien établi au Québec, et c'est avec ce réseau-là qu'on écoule 95% de nos produits. Donc, c'est à travers le réseau et la demande du réseau. Excellent, c'est bon. Parfait. Laura, une question? Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, c'est, dans toute la mise sur pied du projet et son évolution, quelles seraient quelques embûches, obstacles que vous avez rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Embûches, obstacles. Les obstacles, c'est toujours des obstacles de ressources humaines. Cependant, ce que ça prend pour un projet comme ça, c'est un ou une porteuse de ballon. Ça prend quelqu'un qui va porter le ballon et qui ne regarde pas à ses heures, puis qui a un objectif très clair, qui c'est de ne pas se distraire. Mais je pense que pour tout projet, que ce soit en sécurité alimentaire ou dans n'importe quel projet, ça prend la foi. Il faut croire en quelqu'un, il faut croire en quelque chose, il faut croire. Et quand on croit, ça l'amène une détermination, ça l'amène un engagement, ça l'amène une passion, ça veut dire que si tu fais ce que tu aimes, tu vas aller beaucoup plus loin que si quelqu'un est là, par exemple, que c'est juste un travail. Il n'y a personne chez nous, dans les personnes rémunérées ou bénévoles, qui viennent là comme pour une paye. Parce que la paie comme telle, le salaire n'est pas élevé pour ceux qui sont rémunérés. Ils viennent par un appel de faire une différence dans la société à travers le projet Moissonneurs solidaires. Et ce qu'on sème dans leur esprit, c'est l'engagement. C'est vraiment de s'engager et de persévérer. Et on dit toujours que celui qui s'implique chez nous, c'est un projet de 10 ans renouvelable. Donc, c'est à travers ça qu'on peut avoir une continuité et une pérennité dans le projet. Là. C'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Je crois que vous venez de recruter aussi Laura comme ça. Pour 10 ans renouvelables, c'est ça? Oui. Laura, tu es recruté. Hein? Ousmane, je vois la main de Ousmane. Donc, une question, OK? D'accord, une question rapidement. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment un excellent projet. Donc, ma question, c'est je vois que vous exercez essentiellement à Québec. Quelles sont vos perspectives en dehors du Québec et pourquoi pas en dehors du Canada? Est-ce que vous avez des perspectives comme ça? Je vois que vous avez touché ça rapidement lors de la présentation. Merci. Merci, Ousmane. C'est sûr que notre perspective, je vais dire ma perspective, René m'a toujours appuyé dans tout, pas tout ce que je dis, ce que je fais, parce qu'il y a vraiment un discernement, mais ma perspective est vraiment planétaire. Rien de moins que planétaire. Mais mon papa m'a enseigné
qu'on ne fait le pas quand on a la ressource. C'est une question de ressources. Ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Puis j'ai toujours dit dans nos écrits depuis le projet qu'on fonctionne avec la ressource. Je vous compterai de la manière que les transactions se sont faites pour l'acquisition de nos terres. Il n'y a personne, ou à peu près personne, qui réussit ça comme ça. D'avoir des terres avec un financement directement de l'agriculteur, sans intérêt, sur des périodes de 10 ans. Fait que c'est tout le temps des arrangements vraiment là, hors du commun qui fait qu'on avance et qu'on ne paye pas des frais. On n'est pas à la merci d'aucune institution financière. Je vous disais tantôt qu'on avait une douzaine de tracteurs et 52 équipements. Tout est payé. Fait qu'on fonctionne comme ça, on trouve des choses et le projet avance dans un certain sens, c'est miraculeusement de manière que ça avance. Mais parce qu'il y a des gens qui sont engagés, parce qu'il y a des gens qui persévèrent, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui ont une vision de ce qu'on fait, qu'on voit le bien qui est fait. Et ça nous porte. Ça augmente l'indice d'octane dans notre carburant. Donc, on fait plus loin que la personne qui est à côté qui fait juste un job. Alors, on est vraiment comme engagé dans cette démarche et ma vision est vraiment planétaire. Et Moissonneurs sans frontières, c'est un dossier qui est sur la table. Il va débloquer quand Moissonneurs solidaire va atteindre une certaine maturité. Puis il est tout jeune, Moissonneurs solidaire, il est né en 2007. Donc, il est tout jeune encore. Il n'est même pas majeur. Il n'est même pas majeur. Excellent. Une réaction? Oui, vas-y. Oui, merci beaucoup pour l'inspiration. Justement, vous l'avez abordé dans la réponse à Laura. C'est quoi votre équipe de gens rémunérés pour soutenir tout ça avec les 1000... On a 6 personnes rémunérées au salaire minimum. Wow. Mais notre noyau dur des opérations, c'est vraiment les 6 personnes plus 10 bénévoles. C'est ça notre noyau dur. On a des bénévoles qui sont là à plein temps. Et c'est vraiment le noyau dur du fonctionnement de Moissonneurs solidaire. Se greffe à cela jusqu'à 1000, 1300 récolteurs l'automne qu'on doit s'occuper pour vraiment sortir toutes nos récoltes. C'est seulement pour les récoltes? Oui, pour 2 mois. Là. Généralement, c'était septembre, octobre. C'est devenu là, fin septembre. On a commencé les récoltes cette semaine. Fin septembre jusqu'à la mi-novembre. À cause des changements climatiques aussi, on peut se permettre ce risque-là de se rendre jusqu'au 15 novembre pour récolter. Excellent. Bravo. Merci. En ligne, je vois Ibrahima. Peut-être te présenter brièvement aussi. Tu es co-responsable du chantier. Et une question. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis co-responsable du chantier. Je suis professeur au département d'agroéconomie. Merci Élie, merci Monsieur Lucier, vraiment pour cette belle présentation, pour votre engagement, c'est très inspirant. Ma question, c'était par rapport à, j'imagine que votre activité se déroule entre le printemps et l'automne. Est-ce que vous produisez assez pour stocker, pour faire de la distribution également en hiver? Ou, voilà. Quelles sont vos activités pendant l'hiver et est-ce que vous avez des projets de développement pendant cette période, notamment à travers des idées pour implanter des serres, par exemple, avec des appuis du gouvernement, ce genre de choses? On fonctionne 13 mois par année. D'accord. Oui, on a suffisamment de choses en entrepôt pour faire toute la saison. On s'oblige à ralentir, fermer les entrepôts lors de la période d'ensemencement de juin. Donc, on arrête les activités au niveau de l'entrepôt juin-juillet, on recommence en août. Parce qu'avec ce développement-là du classe 2, il y a des producteurs qui sont là pour aller d'imprimeur pour faire des bons prix. Fait qu'ils en ont déjà de la classe 2, eux. Fait qu'on a commencé à récupérer de la classe 2 là, au mois d'août. Donc, on rend disponible pour le réseau des moissons à ce moment-là les quantités qu'on peut récupérer, traiter, travailler. Fait que tout l'hiver, on est en entrepôt. On est en entrepôt, comme je vous disais, on a une ligne de lavage et de tri et une ligne rudimentaire d'ensachage. On est en train de faire des démarches pour la moderniser, puis pour être capable de donner un service hors du commun au réseau des moissons. C'est bon? Très bien, bravo, bravo. Merci. Excellent. L'essentiel? Sinon, je vois Dr Sama, allez-y. Une question?
Oui, Oui, une est-ce que tu peux question. poser? Bonsoir à Ah, tout le monde. Merci beaucoup. Moi, je vois que vous êtes à l'Université Laval et étant bien du milieu de l'enseignement supérieur, je suis bien intéressé de comprendre le partenariat qui existe certainement entre vous et l'université. Et qu'est-ce que l'université fait concrètement pour votre structure? Là, c'est nous qui devons répondre. Ouais. Mais c'est sûr que c'est très inspirant comme modèle. Merci, docteur Sama, c'est pour la question. Moi, j'ai été sur vos lieux visités. Ça m'a tellement inspiré. Puis je me questionnais effectivement, qu'est-ce que, en tant qu'universitaire, en tant qu'institution d'enseignement, de recherche, service à la collectivité, ce qu'on peut faire. Mais vous avez accepté gentiment de venir partager. Je pense que c'est le début de quelque chose. On pourrait regarder, Annie a mentionné en termes de quantification, comment on fait pour aller finalement évaluer l'impact. C'est sûr que des étudiants du chantier d'avenir ou d'autres programmes de l'Université Laval pourraient être intéressés à travailler concrètement, à proposer, comme vous le mentionnez, il y a cette dynamique-là de vraiment croissance qui est là. Et on peut très bien jouer un rôle, au niveau de l'Université Laval. Et c'est sûr qu'il y a des chercheurs aussi. Ibrahim l'a mentionné, les professeurs, il y a certains qui n'ont pas pu se connecter, qui sont pris, mais qui pourraient être vraiment intéressés aussi en termes de réflexion, en termes d'analyse, en termes de conseils aussi. C'est très possible. Mais je pense que c'est le début de quelque chose. Le fait que vous ayez accepté venir, présenter ça, mais c'est sûr que ça va susciter beaucoup de réflexion, d'intérêt pour le monde universitaire. Mais je sais que de par le passé, vous m'avez mentionné, il y a une étudiante qui a eu à travailler là-dessus, mais plus au niveau de, ça se peut, en tout cas en Amérique latine, ça se peut. Au Burkina Faso. Au Burkina, OK, qui a travaillé là-dessus. Mais c'est ça, c'est le début de quelque chose. On va regarder ensemble concrètement comment on peut collaborer. Est-ce que je peux dire? Parce que je sais que la question m'est directement posée. Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose? Comment tu vois la suite? René? On est ouvert aux propositions, Élie. OK, excellent. On pourra regarder ça. Ouais. Est-ce qu'en présentiel, il y a eu des réactions? Je sais que merci bien. On a prévu d'arrêter à 30. Il y a une troisième phase aussi qu'on aura. Et je sais qu'il y a plusieurs qui ont levé la main. Il y en a 3 que je vois toujours les mains levées. Mais on va les Joël très rapidement en 30 secondes. Après, je vois Wael, Abdoulaziz. Peut-être très rapidement, 1 minute par personne. Allez-y. C'est la réponse qui peut être longue. Bonjour. Allez-y. Ouais, vas-y. Bonjour, monsieur Roland, monsieur Lucier. Oui. Alors, ma question était de savoir, je tenais premièrement à vous exprimer mon profond intérêt par rapport à ce projet. Et j'aimerais dire que, voilà, je suis actuellement au master en gestion des aires protégées à l'IRAIFT, ici en RDC. Et j'aimerais savoir comment rejoindre le programme, si cela est possible, bien sûr, et si le projet est réplicable ici en RDC, parce que nous subissons un vrai problème en ce qui concerne la chaîne des valeurs agricoles, que ce soit dans la sécurité alimentaire, la nutrition et tout ça. Et j'aimerais savoir si c'est possible de rejoindre le programme. Et voilà, je mets une limite là. Tu veux répondre? Oui, tu peux répondre. Vas-y. Mais non, je peux répondre, mais je n'ai pas complètement, pas saisi. Mais il parle de Comment programme. il peut rejoindre notre programme, le programme de moissonneurs solidaires? Il est en République démocratique du Congo. Du Congo, oui, c'est ça. Je pense qu'après la rencontre, vous pouvez communiquer directement avec nous, là, puis on regardera les possibilités. Ça. Parfait, c'est bon. D'accord, merci bien. Wael, c'est ça? Je vois Wael 55-50. Est-ce que c'est moi, non? Oui, allez-y. Alors, moi, j'avais juste une petite question. Vous avez parlé un peu du volet réinsertion sociale là, pour des. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un peu plus par rapport à ça? J'ai cru entendre ça là, il y a des bénévoles, mais vous avez parlé de. Bon, c'est ça. Oui, on a un centre de ressourcement, un centre de formation et de ressourcement qu'on identifie comme un centre d'entraînement aux bonnes habitudes et aux bonnes attitudes pour des gars de 18 ans et plus qui vivent des difficultés de cheminement, de consommation, qui s'en viennent chez nous. Et on leur donne, on leur transmet des valeurs, on les implique dans un programme. Et
dans ce programme-là qu'on leur propose, les activités agricoles de moissonneurs solidaires, que ce soit au champ, en entrepôt, sur la ligne de tri ou de transport, ils sont impliqués vraiment, ils le savent en arrivant et on les occupe vraiment de s'impliquer dans la mission de Défi Jeunesse Québec Inc. et Moissonneurs solidaires. C'est un centre qui a une capacité d'une 12aine d'hommes et on a des intervenants là, pour les accompagner dans leur cheminement. Et c'est ça, ce centre-là existe depuis 1986. Excellent. Et finalement, Abdou Aziz, c'est tellement du Sénégal, vas-y. Voilà, bonjour. Oui, c'est Abdou Aziz Seck depuis Sénégal. Donc, ma question, c'est de quelle manière les moissonneurs solidaires garantissent-ils la traçabilité et la qualité des produits acheminés vers les banques alimentaires? Voilà. On sait que pour la distribution, surtout là-bas au Canada, il faut l'assurance de la sécurité alimentaire, la confiance des partenaires et l'impact social et éthique. Voilà, bon, c'est ça mon question. Merci. Je ne m'entends pas bien. J'ai Est-ce que tu peux me résumer la question? De la traçabilité. Traçabilité, c'est ça? La qualité. Qualité, oui. Le secret, c'est que quand nos légumes sortent du champ, le secret, c'est l'entreposage, la réfrigération. Et nous, là, on stocke rien dans du vraiment long terme. On peut mettre en entrepôt à l'automne et au plus tard, ce qu'on produit en février-mars, c'est déjà quitté, c'est déjà lavé. Ça fait que la traçabilité, dans notre cas à nous, là, c'est pas comment je dirais ça, c'est pour le nombre de produits qu'on traite, on traite environ 5-6 légumes racines. C'est du légume facile à gérer, facile à contrôler. Et on ne cultive pas de fraises, framboises, tomates. Il y a des choses là, compliquées. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facilement entreposable et manipulable. C'est des gars qui manipulent ça. Donc, on livre vraiment des légumes aussi que tous les Québécois connaissent, puis qui savent quoi faire avec quand ça arrive sur la table ou ça arrive dans la cuisine. Donc, c'est quand même assez simple à suivre et à faire. Excellent. C'est très intéressant. C'est qu'il y a toujours il y a même des questions dans le chat, mais je vois qu'il y a certains qui ont posé ça oralement. On va aller de l'avant pour la troisième partie pour respecter le temps. Il reste 13 minutes. Et je m'en vais donner la parole à Annie Bédard. Annie Bédard est chargée d'enseignement et aussi dans l'équipe du chantier en sécurité alimentaire. Donc, je te laisse la parole. Merci. Pour quelques messages et puis après, je vais passer la parole à Asma. Avec plaisir. Merci beaucoup encore pour la présentation. Puis, j'ai noté juste quelques petits messages clés qui me semblaient émerger là, de votre présentation que je trouvais intéressant, un peu sur le plan pédagogique aussi là, pour tous. Je trouvais ça intéressant de constater que c'est un peu comme si vous aviez bâti votre propre système alimentaire de la ferme à la table, avec toutes les étapes, toutes les ressources, toutes les infrastructures pour distribuer à travers le Québec, pour aider à fournir des aliments nutritifs aux personnes dans le besoin. Donc, bravo pour ça, là, vraiment d'avoir comme créé votre propre système alimentaire. Bien sûr, aussi pour les personnes à l'international, dans vos différentes statistiques, vous avez relevé quand même aussi qu'on peut constater une certaine inégalité aussi dans la progression de l'insécurité alimentaire, où il y a certaines régions du monde qui, dans l'avenir, vont continuer d'être peut-être plus touchées encore, comme on pense à l'Afrique, par exemple, une hausse anticipée peut-être plus importante encore de l'insécurité alimentaire, qui demande ainsi quand même des réflexions importantes, puis ça souligne quand même une certaine injustice. Donc, ça peut nous inspirer tous et toutes aussi pour continuer d'agir pour améliorer la sécurité alimentaire. Rappelons aussi là, que, comme vous avez mentionné, qu'au Canada et au Québec,
ça demeure aussi qu'il y a eu une augmentation très importante du recours à l'aide alimentaire, comme vous l'avez souligné, au cours des dernières années, que ça inclut une proportion significative de personnes qui ont des revenus d'emploi aussi et des enfants, et que cet aspect-là aussi peut nous porter à développer une attitude de non-jugement aussi envers les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Ça pourrait, on pourrait avoir l'impression que ça pourrait arriver à tellement de gens aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait d'actualité, là, vraiment comme enjeu. Et j'ai apprécié beaucoup aussi la citation que vous avez ajoutée de Martin Munger, là, de directeur général des banques alimentaires du Québec, à l'effet que il faut aussi réussir à agir par ailleurs de façon durable et que pour ça, il faut aussi continuer en amont là, à travailler sur peut-être le filet social ou des solutions qui pourront aider également à combattre les causes profondes de l'insécurité alimentaire chez ces ménages-là. Donc, tout en maintenant le fort pour les mesures plus d'urgence que sont Moissons solidaires, gardons en tête également des démarches qui pourraient un jour aider à diminuer l'insécurité alimentaire à long terme, à la cause, là, à la cause même de cet enjeu. Et je crois que, je sais pas, je crois que j'avais peut-être un dernier message. Je voulais aussi relever, je trouvais ça particulièrement pertinent que vous parliez du virage majeur qu'a amené la récupération des légumes de classe 2, qui a amené vraiment un nouveau souffle à votre organisation. Et en même temps, de ce que je semble comprendre, ça semble même contribuer, dans un certain sens, à diminuer le gaspillage alimentaire parce que ça permet de nourrir finalement des personnes au lieu de peut-être en perdre une partie, comme vous dites, au compost, bien que c'est une autre façon de récupérer, mais tant mieux si on peut l'utiliser à la base pour nourrir également directement des personnes. Donc, bravo, vraiment, c'est très inspirant. Puis, c'est ce qui était ressorti de mon côté là, pour les messages clés. Merci beaucoup encore pour votre présentation. Merci Annie. Ousmane Traoré, instituteur de recherche et chargé de cours au chantier. Vas-y. OK, merci beaucoup, Annie. Donc, je vais partir je vais vraiment partir de Annie, là, des propositions de Annie. Il y a deux, en gros, moisson. Moi, j'ai retenu des éléments du moissonneur solidaire. Le premier élément, c'est la passion et la compassion. Donc, ce sont ces messages clés, ces deux messages clés que j'ai retenus. Et donc, si je reviens, cette passion et cette compassion s'inscrivent dans un contexte d'insécurité alimentaire en constante évolution. Donc, il a fait certains constats. Le premier constat, c'est qu'il montre qu'entre 2019 et 2023, il y a eu une augmentation d'à peu près 150 millions de personnes qui se retrouvent en insécurité alimentaire pour atteindre pratiquement 733 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est le premier constat qu'il fait. Donc, c'est dit que l'ampleur est tout aussi importante que l'évolution nous montre que le phénomène s'aggrave. Et ce qu'il dit, et je complète Annie, c'est qu'il dit que la situation est encore plus importante en Afrique qu'ailleurs et que à partir de 2000, on va dire à partir de la pandémie, la situation n'a cessé que de s'aggraver. Et donc, de cela, il dit que le Québec également se trouve et le Canada de façon générale, à peu près 23%, soit 9 millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire et environ à peu près 16% de ménages et de personnes vivent dans des ménages qui n'ont pas accès ou qui sortent des repas. Donc, dans ce contexte, il a évoqué un certain nombre de facteurs qui aggravent cette situation, notamment les conflits qu'on voit beaucoup plus dans les pays africains en général, qui pourraient certainement expliquer pourquoi la situation d'insécurité alimentaire est importante dans ces pays-là. Et donc, à ces facteurs, il a ajouté également la variabilité du climat et les événements de changement climatique extrême et également le ralentissement économique. Donc, il a parlé de ces facteurs-là. Donc, il ressort en ce qui concerne plus précisément le Québec, il y a un certain nombre de profils qui se dégagent et je crois que Annie en a déjà parlé, je vais aller rapidement.
Mais parmi ce profil, il dit que l'insécurité alimentaire n'est pas un problème des gens qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas de revenus, mais c'est également un problème des personnes qui ont aussi du travail et qui gagnent un revenu, qui ont même plusieurs emplois en même temps. Et il dit que ça touche particulièrement les enfants. Donc ça nous interpelle et ça évoque le rôle évidemment clé des organismes comme Moissonneurs solidaires. Donc c'est là où vient Moissonneurs solidaires, où je vois, et j'ai signalé tantôt que la passion qu'ils ont et également la compassion, c'est-à-dire le désir profond qu'ils ont à aider les autres personnes en produisant ou en récupérant de la nourriture pour leur donner. Donc, dans ce contexte-là, donc ce que ça dit, ils ont également évoqué, c'est dit que pour faire face à cet enjeu d'insécurité alimentaire qui est très vaste, il a montré dans son intervention que ça prend le travail de plusieurs parties prenantes, à la fois des personnes qui donnent, qui les soutiennent pour renouveler leurs équipements, mais aussi le soutien du gouvernement. Mais d'abord, la clé, c'est la passion qu'ont les travailleurs au sein de leur structure. Et donc, et la volonté des gens à vouloir servir, à aider de façon bénévole ou pas, donc leurs prochains. Et donc, ça, pour Moissonneurs, donc, il montre dans le message que ça prend un leader et Ronald est un leader finalement. Je conclue mon message par cela, que Ronald Lucier a montré un leadership. Moi, je l'appelle, c'est dans le message, c'est un leader communautaire accompli parce qu'il est très passionné par ce qu'il fait et il a la compassion. Et cette compassion se manifeste également dans son parcours, dans ses expériences d'emploi, servir à la Sûreté du Québec pendant 23 ans et donc directeur général de Défi. Et finalement, il porte en 2002 Moissonneurs Québec qui font vivre le millier qui font que beaucoup de personnes arrivent à accéder à des aliments frais au Québec. Bravo à Ronald et son équipe et merci pour votre présentation. C'était très apprécié. J'espère que ça va inspirer nos étudiants. Merci. Parfait. Merci Ousmane. Merci beaucoup. Encore merci d'avoir accepté de venir à l'Université Laval. Je sais que, en tout cas, c'est très inspirant. Puis, on apprend beaucoup. Il y a beaucoup de... ça prend une vision, et puis tu l'as mentionné, c'est vraiment inspirant. Merci à René aussi. Merci à tout le travail. Je ne parle pas beaucoup, mais écoute, tu fais un travail extraordinaire. Je suis vraiment... c'est très inspirant, donc, ce que vous faites. Et j'espère que c'est vraiment le début de quelque chose pour en parler après. Que ce soit à distance, en présentiel, merci beaucoup pour votre participation. Ça prend de l'engagement. Je pense que vous l'avez aussi compris à travers ce que Ronald l'a dit. Vous êtes engagé. Donc, comment je peux dire ça? J'espère vraiment que ça crée en vous quelque chose et que vous allez pouvoir être comme finalement des porteurs d'espoir, des ambassadeurs, des ambassadeurs par rapport à la cause de l'insécurité alimentaire. Ronald l'a mentionné, ce n'est pas juste des chiffres. Quand on parle d'un tiers de la population mondiale se retrouve finalement en situation d'insécurité alimentaire, sous toutes ses formes. C'est des humains qui sont derrière. Donc, ça interpelle, ça doit nous interpeller. Donc, ces genres d'initiatives-là, donc, ça doit pouvoir nous inspirer, de pouvoir faire de notre côté. Comme il a dit, ils se sont appliqués. Des fois, c'est ça. On n'a pas nécessairement besoin de faire du bruit. On s'applique par rapport à notre tâche, mais sachant qu'il faut croire au processus. Donc, tout est une question de processus. Par finir, là, vous voyez, en termes de sollicitations, les gens viennent de partout, des institutions vous supportent. Les gens vont toujours supporter une vision. Donc, les gens supportent une vision. Et, donc, c'est ça. J'espère vraiment que ça suscite en vous ce désir-là de faire votre part. Donc, chacun doit faire sa part, sachant que finalement, nous sommes des passagers sur Terre. Parce que il y a des gens qu'on connaissait, mais
d'une manière ou qui sont partis, en sachant que ben, ça, c'est comme une probabilité qui est sûre. Et à un moment donné, ben, finalement, on va partir, mais moi, j'ai lu un livre, mais je vais terminer là-dessus. Là. J'ai lu un livre l'été passé qui m'a bouleversé. Mais ça s'appelle Les 10 regrets humains ou les 10 victoires humaines. Donc, ça, c'est les regrets ou les victoires, mais c'est à la fin de la vie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on voulait faire, mais par peur ou bien par toutes sortes de choses qu'on n'a pas su faire? Mais je ne veux pas qu'on soit dans ces deux tableaux-là. Et puis, j'ai même les étudiants qui suivent mon cours préparation au milieu d'intervention, ben, en tout cas, je les amène à réfléchir par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que ben, il ne faut pas se laisser emprisonner par la peur. Il faut faire sa part. Il faut faire sa part. Et puis, Ronald, René, toute son équipe, ben, chaque jour, vous faites votre part. Mais c'est ça, vous inspirez. Vous inspirez aussi les jeunes comme nous, mais d'autres personnes aussi ben, à travers la planète. De pouvoir aussi faire les pas. Comme je l'ai dit, là, c'est enregistré. Après, on va rendre disponible à toutes les personnes qui ont confirmé leur participation. En tout cas, mais bravo. Puis, sur ce, on va comme arrêter comme ça. Il est 13h30 heure de Québec. Mais on aura une autre midi-conférence. Notre 14e midi-conférence, ça va être le 30 octobre. Vous allez avoir plus d'informations, donc par courriel ou bien en tout cas, on va vous tenir au courant. Et encore une fois, merci de votre participation. Ça traduit votre engagement. Puis au plaisir de pouvoir poursuivre cette aventure de faire reculer l'insécurité alimentaire ensemble. C'est bon. Bye. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup. Je vais juste arrêter ici. Salutations aux personnes à distance. C'est ça.